Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, une émission 100% financement. Une trentaine de chefs d'État africains et européens, représentants de gouvernements ainsi que des dirigeants d'organisations internationales ont pris part le 18 mai à Paris au sommet sur le financement des économies africaines. Ce sommet fait suite, pour rappel, à la diffusion d'une tribune de 18 dirigeants africains et européens publiée le 15 avril dernier en faveur d'une mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie de Covid-19. Bilan et enjeu de ce sommet avec Moubarak Lo, directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal. En deuxième partie, il s'agit aussi de financement, mais cette fois en faveur des femmes entrepreneurs au Maroc. Nous en discuterons avec Ihsan Eraqi qui chapeaute au sein de la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement Maroc, un programme d'appui en faveur des PME dirigé par des femmes. Et d'ailleurs, la présidente de la BERD effectue une visite virtuelle au Maroc. Odile Bassé-Renaud sera donc au Maroc virtuellement à partir du lundi 24 avril. Bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai à présent l'immense plaisir d'accueillir depuis Dakar Moubarak Lo, directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal, également Senior Fellow au Policy Center for the New South. Bonsoir Moubarak Lo, merci d'être avec nous. On va commencer avec vous par le bilan et les enjeux de ce sommet sur le financement des économies africaines. Oui, bonsoir Khadija, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, que pouvez-vous nous dire sur le bilan de ce sommet? Et est-ce qu'on en sort avec du concret? Oui, bon, disons que la déclaration a plutôt fixé, disons, un cap, mais il n'y a pas eu d'annonce formelle parce que ce n'était pas le lieu. Il faut que le G20 se réunisse, ensuite que les instances du FMI également se réunissent pour pouvoir concrétiser, disons, les intentions qui ont été manifestées lors de cette conférence. Mais on espère que, disons, les décisions suivront. On peut être optimiste pour le futur, mais il faut attendre. Oui, mais la dette, elle, n'attend pas. Et justement, cette dette, qui, rappelons-le, a atteint 1400 milliards de dollars en 2019, la dette publique africaine n'attend pas, elle grossit. Et puis bien sûr avec l'effet de la pandémie, elle ne fera que grossir davantage par rapport aux autres années. Donc la dette, on peut le dire, c'est clairement le leitmotiv de ce sommet. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se diriger vers une solution pérenne à cette problématique de la dette en Afrique, Moubarak Lo? Disons que de manière intrinsèque et absolue, l'Afrique n'est pas surendettée parce que vous avez beaucoup de pays développés qui ont des taux d'endettement qui dépassent 100%, c'est-à-dire que la dette représente plus que le revenu national. Mais ce qui est important en matière d'endettement, ce n'est pas le poids de la dette par rapport au PIB, c'est la capacité de remboursement, donc c'est la viabilité de la dette. Et comme vous le savez, dans beaucoup de pays développés, c'est un nouvel endettement qui permet de rembourser la dette. Donc à la limite, la dette n'est jamais payée. Donc c'est un éternel recommencement avec une nouvelle dette, des émissions de bons du trésor ou des obligations qui permettent de financer la dette. C'est ce qui est pratiqué dans les pays développés. Pour les pays en développement, très souvent, ça pèse sur le budget de l'État. Donc, il y a un coût direct supporté dans les dépenses publiques et ça peut grever parfois une bonne partie de la dépense publique. Ce qui fait que ce qui est dépensé dans la dette n'est pas dépensé dans le développement des infrastructures, dans le renforcement des ressources humaines. C'est pourquoi il est important en Afrique de maîtriser la dette publique. Bon, des objectifs ont été fixés dans beaucoup de pays. La cible, c'est 70% du PIB, parfois un peu moins, suivant donc les choix nationaux ou régionaux. Si le pays fait partie, disons, d'une communauté régionale, en tout cas pour des pays comme le Sénégal qui sont dans l'UEMOA, c'est 70%. Et donc, il est important
Donc il y a deux solutions. Soit vous augmentez le PIB, parce que certains pays, en refaisant, disons, le rebasing, donc le recalcul de leur PIB, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui étaient sous-évalués dans le PIB, c'est le cas du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, ça a permis d'augmenter le PIB. Et donc quand le PIB augmente, la dette, sa part relative dans le PIB s'est réduite. Donc ça, c'est la première solution. C'est donc les pays qui n'ont pas encore fait le rebasing. Donc c'est de faire le rebasing. Les pays qui ont déjà fait le rebasing, c'est d'essayer de développer le tissu productif. Donc d'augmenter le PIB à travers la croissance pour pouvoir réduire le taux d'endettement. La deuxième solution, c'est de maîtriser la dette elle-même. Là, ça suppose de ne s'endetter que quand c'est nécessaire et de plus en plus aussi de s'orienter vers un financement privé ou à travers des dons. Mais comme vous le savez, les dons sont limités parce que les pays qui aident eux-mêmes ont des difficultés. Parce que tous les pays aujourd'hui sont confrontés à une crise, que ce soit un pays développé ou un pays en développement. Et tous ces pays-là ont des défis au niveau budgétaire pour pouvoir supporter la relance et la résilience, et supporter aussi les entreprises, supporter les ménages. Et donc aujourd'hui, l'aspect don ne va pas représenter, disons, la partie la plus importante de la dette. Donc ce sera les prêts. Donc les prêts, pour les éviter, il faut promouvoir le financement privé. Nous allons y arriver, mais Moubarak Lo, oui, nous allons arriver à ces moyens, mécanismes de financement autres que la dette. Mais avant, donc, certainement, vous avez parlé de surendettement, mais bien, selon les dernières estimations, plus de la moitié des pays africains étaient exposés à ce risque élevé de surendettement. En 2014, ce chiffre était de 21%, donc on est en train de doubler ce risque de surendettement. Est-ce qu'on peut parler d'un New Deal sur cette soutenabilité de la dette, notamment à travers la restructuration ou peut-être même l'annulation de certaines? Vous savez, au début des années 2000, il y avait déjà tout un programme d'annulation de la dette africaine à travers l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Et ça a permis pour beaucoup de pays de ramener leur dette à des proportions très faibles. Certains pays ont ramené la dette pratiquement à 22% ou 20% du PIB, alors qu'auparavant, on s'approchait de 50 ou 60%. Et donc, cette opération a été menée dans les années 2000, mais vous avez constaté que malgré tout, l'endettement a repris. Maintenant, pour éviter que ce soit un aller-retour, parce qu'on peut toujours annuler aujourd'hui, mais demain la dette se reconstitue, on va redemander une annulation. Je pense qu'il faut prendre le problème à la source, veiller à ce qu'au niveau des pays, que systématiquement, on ait une stratégie d'endettement à moyen et long terme, pensée et exécutée dans les règles de l'art, pour éviter que progressivement on retourne au surendettement. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a le contexte de Covid, qui est un contexte particulier, un contexte exceptionnel qui demande des mesures exceptionnelles. Est-ce qu'il faut aller vers l'annulation de la dette ou est-ce qu'il faut aller vers la restructuration? Peut-être que c'est cette deuxième perspective qui est beaucoup plus envisageable, parce que je pense c'est ça qui va sans doute se faire, c'est-à-dire qu'on va réinstaller, disons, de nouveaux moratoires. Cette année déjà, on a prolongé l'initiative qui a été prise l'année dernière de suspendre les paiements jusqu'en décembre 2021. Oui. On peut envisager que, disons, on prolonge les périodes de paiement. Et donc, ça permettrait d'amoindrir le poids de la dette chaque année sur le budget des États africains. Donc ça, ce serait déjà une bonne chose. Bon, maintenant, les pays qui sont confrontés aux plus grandes difficultés, qui ont des circonstances particulièrement difficiles,
ces pays-là, sans doute, on peut envisager une annulation, mais je pense que ce ne sera pas systématique. Ça va être du cas par cas, et chaque pays sera ausculté. Alors, vous avez parlé de stratégie d'endettement. Moi, j'ai envie de parler avec vous maintenant de stratégie de prêt, et notamment ce pays, la Chine, qui se démarque par rapport aux autres bailleurs de fonds en Afrique. On rappellera que la Chine détient quelques 48% de l'ensemble de la dette des pays africains, loin devant les autres pays, mais aussi les organisations internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale. Est-ce que vous pensez que ce pays-là se démarque aussi en termes de restructuration de la dette africaine à travers certaines annonces qui ont été faites récemment par les autorités chinoises ? Oui, je pense qu'il y aura une négociation et ce serait même souhaitable que l'Union africaine négocie avec la Chine de manière globale. Il ne faut pas que ce soit des négociations bilatérales, donc la Chine avec chaque pays. C'est un dossier sur lequel l'Union africaine peut jouer son rôle de leadership. Vous savez, l'Union africaine, sur certains dossiers, il prend le leadership. Donc il va négocier au nom du continent. C'est valable pour les questions d'endettement, de financement. Même sur le financement, logiquement, on devrait même mettre en avant l'Union africaine. C'est ça qui était peut-être la bonne méthode. Parce que vous savez, l'Union africaine, en faisant son plan stratégique, avait défini ce qu'elle a appelé la vision partagée. La vision partagée sur les grandes questions internationales comme la dette, le financement du développement, le commerce international. Ces questions-là, le transfert de technologies, c'est valable pour Covid aujourd'hui, on parle de transfert de technologie ou en termes de levée, disons, des brevets. Toutes ces questions-là, ça devrait être des questions sur lesquelles l'Union africaine possède le leadership. Donc sur la dette, il est possible de négocier avec la Chine, sans doute une restructuration, voire une annulation pour certains pays, parce que c'est une dette qui est souvent utilisée pour des infrastructures. Ça aussi, c'est la particularité de l'aide chinoise. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour ces infrastructures de pouvoir faire la restructuration. Parce que normalement, c'est des infrastructures rentables. Et donc, le bénéfice économique devrait être garanti dans le futur. Moubarak Lo, vous avez dirigé une étude, sous forme d'ailleurs d'un ouvrage intitulé « Manuel d'émergence économique » et on parle de relance à présent. Et justement, si on devait prendre quelques points de ceux qui ont été traités dans ce manuel d'émergence économique et les adapter à la conjoncture actuelle, notamment avec une faible résilience des économies africaines, encore affaiblies par les effets de la crise Covid-19. Bien sûr, on ne peut pas envisager une relance sans accroître la dette et donc je voudrais surtout que vous nous fassiez peut-être une petite introduction par rapport à ces mécanismes responsables de financement que vous évoquiez en début de cette entrevue. L'émergence, bien évidemment, devient plus qu'incontournable, même dans un contexte de Covid. Ça doit rester un objectif des États africains et de tous les pays en développement. Et l'émergence suppose la transformation. Donc il faut que les pays réussissent à s'industrialiser, à transformer les produits qu'ils vendent au niveau national ou au niveau international. Et ça suppose des réformes. Il faut également mettre en place les infrastructures de base qui favorisent ces transformations et bâtir les ressources humaines, avoir l'environnement des affaires adapté, bâtir une infrastructure administrative mais également des services administratifs qui soient favorables, disons, à l'action productive, donc qui accompagnent efficacement le secteur productif. Il faut également un système financier profond qui puisse appuyer le développement des investissements. Donc tout ceci, bien évidemment, reste nécessaire, même dans le contexte d'urgence qu'on vit aujourd'hui avec Covid. Ça veut dire que les pays africains doivent conduire à la fois les chantiers de résilience et de relance, tout en maintenant
disons, les impératifs liés à l'émergence économique, parce que sinon, ça va être, disons, des stop and go. Chaque crise va et on va rester dans le même problème. Alors que si oui, vous dans voulez le même problème lié à la dette et de s'endetter davantage sans qu'on ne voit réellement les résultats de cet endettement sur le tissu économique, sur la résilience de ces économies africaines. Moubarak Lo, encore une fois, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Dakar. Merci beaucoup, Moubarak Lo. Merci beaucoup, Khadija, et merci beaucoup encore une fois aux téléspectateurs. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et il est question de financement, cette deuxième partie aussi, mais cette fois de financement d'entrepreneuriat au féminin. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir depuis Casablanca Ihsan Eraqi, manager local du programme d'appui au PME Women in Business de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Bonsoir Ihsan Eraqi, merci d'être avec nous. Bonsoir, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Donc, bien sûr, Covid-19 oblige, on doit parler de cette conjoncture liée à la Covid-19. Selon la BERD, quel a été l'impact sur l'entrepreneuriat féminin au Maroc, en sachant bien sûr que dans le monde, l'entrepreneuriat féminin a souffert, tout comme bien sûr l'entrepreneuriat au masculin, naturellement, l'entrepreneuriat de manière générale, des effets de cette crise liée à la pandémie. Alors en fait, à la BERD, nous avons lancé une enquête après le Covid, pour savoir comment ont été impactées les femmes entrepreneurs. Et comme vous le dites, et comme on a pu deviner, les femmes entrepreneurs ont été impactées de manière disproportionnée après le Covid, et particulièrement après le confinement. Nous avons pu remarquer que les petites entreprises ont accusé une forte baisse de leurs ventes après le confinement. Donc à peu près 44% des micro-entreprises interrogées ont partagé une réduction, ont fait part d'une réduction de leurs ventes d'au moins 50%. Et ça, c'est au premier trimestre de 2020, comparé à 2019 par exemple. Nous avons pu aussi remarquer que les micro-entreprises, en particulier, ont eu un fort impact et plus particulièrement sur les exportations, le nombre d'heures travaillées par exemple, mais aussi la qualité des approvisionnements. Et ça, c'est très important pour les très petites entreprises. Il y a aussi un point sur les capacités, pour pouvoir retenir les employés, pour pouvoir travailler sur des plans d'investissement ou des plans d'achat. Donc tout ça a pu impacter de manière drastique et structurelle les femmes entrepreneurs après le Covid. Oui. Alors, parlons à présent. Donc, qu'est-ce qui a été fait au niveau de la BERD et quels sont les secteurs que vous avez ciblés en priorité pour justement pallier à ces effets de la crise sur les entreprises dirigées par des femmes ? Donc après la crise Covid, la BERD a lancé un plan de relance rapidement pour pouvoir accompagner les femmes, les entrepreneurs de manière générale, donc les entreprises dans le portefeuille, pour pouvoir réagir et s'adapter très rapidement. Et nous avons pu lancer aussi pour les entreprises féminines, donc en particulier, des programmes d'accompagnement spécifiques qui ont été adaptés donc, de manière digitale, et nous avons pu toucher plus de 500 femmes entrepreneurs que nous avons accompagnées à travers des formations, par exemple sur le marketing digital et la communication de crise, mais aussi des missions de conseil spécifiques pour s'adapter à l'après-crise. Nous avons pu aussi faire du mentoring aux femmes entrepreneurs et essayer de les accompagner structurellement dans leur entreprise, mais aussi personnellement. Donc, comment s'adapter à cette crise Covid, comment essayer de juguler la famille versus l'entrepreneuriat et d'essayer de pallier aux problématiques et de revoir leur business model. Parce que la clé dans les crises, c'est d'essayer de s'adapter et de répondre de manière plus ponctuelle aux besoins de marché. Et donc, c'est important pour les femmes entrepreneurs en particulier, mais les entrepreneurs de manière générale, de profiter des crises, si je puis dire, pour essayer de revoir leur business model et répondre au mieux aux besoins du marché. Oui, justement, cette question de sensibilisation est un peu plus importante, notamment en période de crise. Mais l'autre aspect qui est tout aussi important, c'est l'accès au financement. Alors, comment faciliter davantage l'accès au financement pour les entrepreneurs femmes ?
Alors en fait, sachez que nous avons lancé le programme qui s'appelle Women in Business à la Bird en 2018, donc c'était avant la crise Covid, mais nous savons que c'est un problème structurel que nous devons accompagner. Donc nous avons financé 35 millions d'euros les banques partenaires, donc la BMCI, Bank of Africa et la BMCE, pour pouvoir justement donner plus de financement aux femmes entrepreneurs. Nous avons accompagné ce financement par de l'assistance technique, aussi bien aux banques partenaires pour pouvoir déployer l'offre, répondre au mieux aux besoins des femmes entrepreneurs, qu'elles aient par exemple un arrêt de quelques mois dû à une grossesse, et ça à prendre en considération dans un portefeuille de clientes femmes. Nous avons aussi dédié un accompagnement particulier pour les femmes entrepreneurs en fonction de leur taille, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur développement. Nous répondons à leurs différents besoins avec différents services d'appui technique. Et tout ce programme-là est financé par l'Union européenne qui donne un don pour pouvoir accompagner ces femmes entrepreneurs. Donc, mais quand on parle de dons, les prêts contractés sont remboursés bien naturellement de ces femmes entrepreneurs. Alors, il y a l'assistance financière via les banques partenaires. Voilà. Nous couvrons le risque, une partie du risque des banques partenaires pour les encourager à donner plus de financement aux femmes entrepreneurs. Mais en parallèle, nous donnons des subventions dédiées pour les femmes entrepreneurs et sur certains services. Donc, certains services sont complètement gratuits. Les formations, cette année-là, nous avons formé 500 entreprises féminines. C'était complètement gratuit et ça permettait d'avoir accès à du know-how, à de l'assistance technique pour développer leur business et de manière gratuite. Mais en parallèle, par exemple, nous pouvons financer des missions de conseil que nous prenons en charge à hauteur de 85%. Donc, je vous donne un exemple. Une femme entrepreneur a besoin de mettre en place un ERP ou développer son site web, parce qu'après le Covid, elle a du mal à vendre ses services et elle préfère le vendre de manière digitale. Elle va faire appel à l'expert international ou national que nous allons, soit nous allons le mettre en contact, soit ce sont des consultants qui sont sur le marché et nous permettons de prendre en charge la grande majorité des frais de cette mission. Et tout cela, c'est pour permettre de monter en capacité, donc aider ces femmes entrepreneurs à construire leur structure de manière structurelle et sur les différents volets. Donc que ça soit une certification, que ça soit un site web, que ça soit une mise en place d'une mission à l'export, par exemple, si les entreprises veulent commencer à exporter. Nous avons une palette très large, nous appelons ça du sur-mesure, c'est-à-dire qu'en fonction du besoin de l'entreprise, nous essayons de trouver les réponses dédiées et prendre en charge les frais y afférents. Ehsan El-Raqi, que pouvez-vous nous dire sur le bilan justement de ce programme qui a été lancé en 2018 ? Et surtout, on vient de le voir, ce qui m'intéresse, c'est cette question des secteurs qui sont ciblés. Est-ce qu'il y a eu un changement ? Est-ce qu'il y a eu un shift de spécialisation ? On vient de suivre des images où on voit bien sûr des femmes en design d'habits. Est-ce qu'il y a peut-être eu, avec peut-être la Covid-19, un shift vers des spécialités différentes? Alors, nous travaillons beaucoup avec les femmes dans le service à hauteur de 20-25%. Et ça a augmenté partiellement. Et ce sont elles qui ont été les plus impactées par le Covid, semble-t-il, dans nos références, mais aussi dans les commerces. Donc, ce sont les axes les plus importants que nous accompagnons. Après vient l'industrie avec un pourcentage plus bas. Alors, et donc un bilan positif, vous avez parlé de 500 entreprises accompagnées là pour l'année dernière. Depuis 2018, combien d'entreprises ont pu bénéficier de ce programme Women in Business ? Alors, nous avons financé plus de 200 femmes entrepreneurs, que ça soit du financement et de l'assistance technique. Donc si on doit cumuler, on arrive à accompagner plus de 800 femmes entrepreneurs sur du long terme. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer de les soutenir petit à petit en fonction de leur développement et de les accompagner au fur et à mesure. Donc qu'on fasse appel à différentes palettes de services qui sont à notre disposition et qui sont financés par l'Union européenne, et au fur et à mesure que ces entreprises-là grandissent, développent leurs indicateurs de mesure, que ce soit les chiffres d'affaires, l'effectif, les ventes, etc., nous essayons de faire appel aux différents types d'expertise dont ils auront besoin
pour progresser. Et puis nous arrivons jusqu'à des programmes de mentoring, et puis nous allons sur des missions de business coaching, où là nous travaillons sur 3 axes de développement prioritaire des entreprises qui sont plus matures, qui ont peut-être besoin d'aller vers l'export et développer leur présence à l'international, etc. Donc vraiment l'idée c'est toutes les entreprises sont éligibles, elles peuvent venir nous voir. Ça prend un envoi d'un mail et on fait appel à nos différents services pour voir comment les aider au mieux à ce moment-là et en fonction de leur développement. Et au fur et à mesure, nous verrons ensuite comment les aider. Très bien, merci beaucoup Ihsan Raqi, chargé justement de ce programme d'appui en faveur des PME dirigé par des femmes, Women in Business, au sein de la BER de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.